qu'on les a oubliées, qu'on les a remises à leur place, cette fameuse frontière entre non pas simplement les pays, mais les problématiques diverses et variées dans cette région de la Méditerranée. Alors, ce café-ci, tu as rappelé, Véronique, on avait effectivement beaucoup échangé avec Ronnie. Ronnie est l'exemple même, hein, Ronnie Sommek, du dialogue que l'on veut faire. Il est levantin, oui, par excellence, hein, en mettant du côté de Levantin dans cette notion, dans ce terme, toutes les choses positives et belles, hein, que nous aimons de notre Méditerranée, qui a tellement contribué à créer un modèle de civilisation, même si aujourd'hui le terme de civilisation est un ou bien méprisé. Voilà, ça c'est le vent. Alors le vent, bon, je le rappelle en quelques mots, c'est une revue en sommeil aujourd'hui qui a publié 12 numéros, et puis surtout une collection de livres qui est active, hein. Et une des dernières fois, nous avions présenté un ouvrage que nous avons publié, à savoir le livre de Chava Pinchas Cohen. Aujourd'hui, c'est le livre de Lely Tsipi-Mikhaïli qui est mis en exergue, hein, Psaume de femme. Alors, Psaume de femme, j'en viens à la présentation du livre, hein, est un choix de poème que j'ai fait avec son concours, que j'ai traduit dans la collection Le Vent. Alors, c'est une poétesse, oui, qui appartient à une génération. Il y a un côté générationnel dans ce choix que j'ai personnellement connu, puisque j'ai connu Israël surtout entre les années 70 et 80, où la poésie d'un poète comme David Avidan oui, se produisait, était reconnue sur la scène littéraire. Et une revue je suis très attentif au mouvement des revues qui appartiennent au mouvement littéraire, qui sont des laboratoires d'idées, des laboratoires de création. Une revue qui s'appelait Archive, c'est-à-dire Maintenant, qui a lancé une génération de jeunes poètes, dont Yona Volar, et puis d'autres, je ne vais pas faire citer tous ces poètes-là, poétesses souvent, beaucoup d'écriture féminine, et Lalit Tsipi-Mikhaïli, que je connais voilà, depuis ce moment-là, du moins comme lecteur. Et je pensais utile d'inviter également Tarek Al-Karmi, ce poète qui habite tout le Carême aujourd'hui, de l'autre côté, si je puis dire, enfin de l'autre côté, en même temps à côté. Je me rappelle que nous étions voisins de 40 km à peu près, et que voilà, cette espèce de frontière, enfin, mal définie, mal saisissable, surtout à l'époque, nous séparait. J'ai rencontré Tariq bien après Lali, dans les années 2012-2014, alors que j'étais déjà en France, et à l'occasion, de manière virtuelle, c'est-à-dire que je ne connais pas physiquement, je connais comme je vous connais souvent, quelques-uns d'entre vous, par le Zoom, et il m'est apparu que ce poète très, très singulier dérogeait un petit peu à la manière qu'on avait de mettre en image, hein, les poètes de l'époque, et israéliens et palestiniens, très engagés, bon, pour des raisons légitimes, bien sûr, mais très collés un petit peu à des slogans politiques, à des plateformes politiques. Tariq, bien que fonctionnaire, je dirais, de l'autorité palestinienne, est un poète vraiment libre, hein, un poète très libre. Cette liberté le conduit parfois le conduit à des choses que nous avons du mal à apprécier, à comprendre, hein, c'est-à-dire d'une manière très impulsive et très poétique finalement, c'est un vrai poète, de dire les choses. Lui aussi attaché à la thématique de la terre, mais thématique qui n'est pas nationale ni nationaliste surtout, thématique qui parle des habitants de la terre, des enfants, des gens qu'il côtoie, d'une habitation quand même toujours difficile.
Et c'est le point de rencontre un peu avec Lali, bien qu'il soit bon, à 10 ans près d'une génération semblable. Hein. Lali s'attache à décrire les ruralités de Tel Aviv. C'est une poète qui est, comme celle de sa génération, qui sont liées au concept tel avivien. Tel Aviv, c'est toute une histoire d'architecture diverse et variée depuis que la ville a été créée. Un côté, ce qui donne à la ville un côté hétéroclite et baroque, hein, dont Lali porte tout ça, elle porte ce souci du mouvement dans un espace, un espace urbain. Elle parle des autobus, elle parle des cafés, elle parle de sa manière de se mouvoir dans cet espace, avec beaucoup de fantaisie, avec beaucoup de poésie. Elle a posté dernièrement, j'ai été posté hier, un espèce de vidéo, oui, de séquences vidéo poésie sur la manière dont elle a de s'approprier avec des mots et aussi avec des gestes hein, de l'espace urbain. J'ai trouvé beaucoup de... Autant chez Tariq, il y a beaucoup d'humour noir, si vous voulez, de critique, même d'ironie. Chez Lali, j'ai trouvé beaucoup d'humour, une manière très parfois distante de dire les choses, donc qui sont celles de sa vie et de celles de son pays. Alors le café sera donc constitué par deux volets de lecture. Une première partie consacrée, excusez-moi, j'ai la toux. Il faut prendre de l'eau. Un premier volet de lecture, donc, qui sera consacré à Lali, à ce choix qui a été fait autour de son livre, Somme de femme, et d'un livre que j'ai quasiment fini de traduire, qui s'appelle Papa, qui cherche encore son éditeur. Le deuxième volet sera consacré à Tariq Al-Karmel, dont Saïd Sayag a traduit les textes. Il y avait des textes déjà qui existaient. J'ai connu Tariq en tant qu'éditeur de la revue Le Vent en 2008-2009. Nous avions publié dans le numéro de la revue Le Vent, numéro 10, un ensemble de poèmes traduits par Salah, une autre connaissance qui est toujours présent parmi nous, même s'il n'est pas là physiquement. Salah Al-Hamdani et sa compagne Isabelle avaient traduit un ensemble de poèmes de Tariq autour de son invitation au festival. C'était pas 7, hein, à l'époque, c'était l'Odev. Tariq était venu à l'Odev présenter sa poésie. Donc voilà ces deux volets que nous allons présenter ce soir. Ces deux volets étant introduits par deux vidéos. Deux vidéos qui sont que Pascal Goetha a créées pendant les jours du confinement, qui appartiennent à ce projet dont elle et Étienne Schwartz vont, je l'espère, vont faire aboutir. C'est un témoignage extrêmement précieux comme trace de la période hein, que nous avons vécue. Également comme objet levantin, c'est-à-dire que objet levantin dans le sens où je l'ai défini, j'ai essayé de le dire, un projet de dialogue où la Méditerranée joue un rôle où la Méditerranée représente toujours le soleil, hein, le fameux Orient, d'où le soleil se lève pour éclairer le monde, peut-être. Donc deux vidéos, une vidéo pour Lali, qu'elle avait créée dans cette occasion, et deux vidéos merveilleuses. Hein. J'ai été ému en écoutant ces vidéos, en les voyant. Une vidéo également pour un texte de Tariq. Et ces deux vidéos vont introduire les lectures. Le vent, c'est aussi un dialogue. Pourquoi la vidéo?
c'est un dialogue entre les arts, c'est l'écrit, la voix et l'image. Nous avons toujours le souci de mêler les poètes aux plasticiens. C'est ainsi que les livres, qu'on a découverts et fait appel à des artistes comme Denis Zimmerman, comme Iris Tergiman et aujourd'hui Étienne Schwartz pour venir dans notre aventure et nous aider à avancer. Donc, une rencontre entre les différents moyens de création. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu Christophe, alors l'autre Christophe Guiraud, mais Christophe nous fait la surprise de nous présenter son travail, quelques fragments de son travail, Christophe Guiraud. Voilà un petit. Je vais peut-être présenter les biographies de nos deux poètes pour revenir un petit peu sur la ligne, sur ce qu'elle peut être dans la vie littéraire et culturelle d'Israël et la place qu'occupe Tariq sur la scène palestinienne. Lali est un personnage comme il y en a encore pas mal en Israël, un personnage métissé, si je puis dire. Elle est géorgienne d'origine. Elle porte dans ses bagages une autre langue, une autre culture. Elle a publié beaucoup de livres. Alors, tous les Israéliens publient beaucoup de livres. Je m'aperçois en tant que traducteur que tous annoncent énormément de publications, vraiment, tout un bagage de traductions qui sont traduits dans les langues essentielles, les langues du monde. Je pense que Lali est traduite sûrement en géorgien, outre l'anglais et le français aujourd'hui. Je vois 5 livres de poésie. Elle est performeuse également. Hier, a été postée cette vidéo qui montre un petit peu, je crois, est une illustration de son travail de performance. Mais je la connais plutôt en tant que poète de l'écrit, personnellement. Elle enseigne à la diversité Ben Gurion, c'est-à-dire nous sommes collègues, oui, rétrospectivement de cette université dans le Negev. Elle participe à de nombreux festivals. Alors, je citerai qu'un des récents, il y a le confinement, donc les festivals ont été un petit peu ignorés, annulés. Il y a un festival auquel elle a participé, important, à Tbilissi, en Géorgie, en 2018. Donc, comme j'ai dit, sa poésie, c'est l'intérêt que j'ai trouvé personnellement, exprime une relation sensuelle et politique avec le lieu, l'espace urbain. L'exploration de cet espace est au cœur de son inspiration. Et on dirait qu'elle impose à son inspiration poétique le rythme de ses mouvements. Il serait bon, j'ai essayé de le rendre en français, on a essayé de le faire dans le dit français, mais ces poèmes ressemblent à des calligraphies. Ils ont un aspect de sculpture, de sculpture graphique sur la page. Donc on sent qu'elle n'est pas dans un sens statique des mots, mais dans quelque chose qui évolue avec et qui doit évoluer, et c'est ce que Pascal, entre autres, a rendu, avec la voix, et peut-être le médium vidéo. Et elle invite le lecteur à bouger aussi dans ce mouvement. Et c'est ainsi que se bâtit le texte. Le texte n'est pas un ensemble stable, c'est quelque chose qui évolue, comme une sculpture peut évoluer, une sculpture à la caldaire ou à mobile, et à bâtir sa ville, bâtir sa maison. Et c'est là où je trouve le sens politique, si vous voulez. Ce n'est pas une relation au pays, son pays, c'est-à-dire Israël, stable, institutionnelle. C'est une relation qui bouge, qui accueille l'ouverture, accueille le mouvement. Et c'est ainsi que je l'ai compris et que je conçois aussi et que ça m'intéresse. Faire lever une maison, dit-elle, construire une ville, c'est construire l'univers entier. Bon, le choix que j'ai fait pour le bouquin français, je vous le présente à l'écran, c'est celui-là, collection Levant, avec la magnifique peinture de l'Iris Tergiman. C'est celui-là.
C'est un choix personnel que j'ai fait à partir du titre Psaume de femme. Alors évidemment, on est dans l'hébreu, on est dans le Tanakh, dans les Teilim, Psaume, Teilim, Teila. Donc bien sûr que ça évoque beaucoup de choses en hébreu, j'espère aussi en français. Le choix composé par 2 livres, à partir de 2 livres qu'elle a publiés en hébreu, le livre des masques et un livre un peu, pour ceux qui comprennent il ne faut pas comprendre l'hébreu, il faut vraiment le yiddish, oui, Meshuggah, une maison folle. Lali habite une maison folle à Tel Aviv, une maison l'architecture molle, vous savez, comme la Gaudi, enfin, quelque chose de très bizarre, dont elle rencontre dans le bouquin et dont elle parlera peut-être. Alors, pour Tariq, je dirais aussi quelques mots pour présenter Tariq Hussein Al-Karmi. Alors, son nom est je sais pas comment on dit, homonymique, hein, de la ville où il habite. Tal-Karmi, il s'appelle Al-Karmi, habitant Toul-Karem. Il est né dans Toul-Karem, c'est un universitaire, hein, pas dans la littérature, mais dans la gestion. Il s'est formé à Naplouse, Shrem, donc en hébreu. Et il est actuellement fonctionnaire comme beaucoup d'entre nous, hein, au ministère palestinien de l'information. Et il est responsable, figurez-vous, de la branche poésie. Voilà, il y a une branche poésie et institution culturelle. Voilà, je sais qu'il y a une maison de la poésie à Ramallah qui est importante et qui fonctionne de manière très intensive. Et ça, je l'ai appris tout à fait récemment, il joue de la flûte. Il est flûtiste. Ce fonctionnaire fait de la poésie, une poésie. Il boit et fume, même si aujourd'hui c'est le ramadan, donc il ne faut pas trop le dire. Il est très, personne très singulier. Il est présent aussi dans les radios locales, où il tient des chroniques culturelles, littéraires. Il est même responsable d'un programme de radio. Et il est venu à l'ODEV en 2010, je crois, et a participé à différents festivals de poésie arabe à Oman, à Tunis. Il est assez très en relation avec la Tunisie, et c'est une Tunisienne qui, la première fois, l'a traduit, Rim Nouira. Alors, là, je tiens les informations de Saïd, qui est notre Tourjema, notre traducteur, oui. Il a publié plusieurs recueils, dont le dernier est le Diwan du texte. C'est ainsi que Saïd l'a traduit. Et j'ai dit déjà, pour ceux qui sont curieux de voir ces textes en français, il y a des magnifiques traductions de Salah, Al-Hamdani, Elisabeth, Elani, dans la revue Le Vent, le numéro 10. Voilà, je pense que je n'abonderai pas davantage la présentation. J'aimerais tout de même que Iris Tadjiman parle de son travail sur la couverture de Lali, puisqu'on va commencer par Lali. Iris, tu es là? Qu'est-ce qui t'a alors, avec grand plaisir. Oui, absolument. On m'avait débranché le micro, du coup. Bon. Alors, eh bien, moi, j'ai découvert le travail de Lali grâce à Michel, surtout, et donc je l'ai découvert en français, car j'apprends l'hébreu, mais je ne peux pas encore lire de la poésie en hébreu. Alors, j'ai découvert son travail par la langue de Michel, et j'ai énormément été touchée par l'aspect féminin et pas féministe, voilà, qui m'a beaucoup plu dans son approche en général, d'ailleurs, et ainsi que tout ce que tu disais, le rapport à habiter, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est une préoccupation que j'ai en peinture permanente, en fait, et en général, d'ailleurs. Et alors, le choix, on avait hésité entre deux choses. Il s'agissait de 2 couples. Une série qui s'appelait Noces, qui était en lien avec des grands mythes
Voilà, Tisbé, Epiram, tout ça, bon, des histoires d'amour tragiques. Et finalement, le choix s'est porté sur cette huile sur papier, qui, il me semble, convient bien. C'était ton choix, Michel, et je pense que vous êtes peut-être les mieux placés pour choisir, d'ailleurs. Voilà, moi, c'était un honneur d'illustrer ce magnifique recueil avec, voilà, une peinture qui, j'espère, rend hommage au texte, surtout. D'accord, je pense, Étienne, Étienne qui fait la même chose avec le livre de Rava, a présenté une merveilleuse couverture. C'était l'objet d'un précédent Café Le Vent. Et je suis personnellement, et nous tous, nous sommes heureux vraiment de cette collaboration qui, j'espère, va élargir notre horizon, va l'enrichir. Et merci à vous, les plasticiens et les artistes. Merci, merci beaucoup. Bon, Christophe, je ne l'ai pas présenté, qui va intervenir plus tard. Tu peux le faire, s'il est là ou Absolument. Oui, Christophe tout à Guiraud. fait, tout à fait. Christophe Guiraud, ici présent. It's me. Voilà, qui est compositeur avec un parcours très riche. Voilà, de la noise, de électronique, jusqu'à la musique écrite pour ensemble, ce qu'on appelle la musique contemporaine, on va dire. Si ce n'est que le terme, et là aussi c'est très levantin, le terme même de frontière lui est totalement étranger, puisque sa musique n'est faite que justement de ces intrications entre les temps, entre les lieux et entre les chapelles, on pourrait dire. Voilà, mais vous découvrirez tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Alors, On fera pour la diffusion. d'accord, le déroulement de la séance, la session, on fait les présentations. Ensuite, je dis, il y a les deux périodes en fin de lecture. Et la première période sera justement scandée par, Par un fragment. Par l'intervention de Christophe, de même que la dernière période, celle de Tariq. Hein, c'est Christophe aujourd'hui qui Absolument. invité, qui je crois, a trouvé un intérêt et du plaisir, sinon du plaisir à venir partager avec nous ce moment de café. Je pense que j'ai fait les présentations globalement et qu'on pourrait passer peut-être aux lectures. Peut-être avant de passer aux lectures, comme on l'a fait précédemment, Pierre, qui est le président des Amis de Levant, pourrait, je crois qu'il veut intervenir sur nos projets, nos activités, et dont j'ai dit enfin, qu'ils étaient précis, puisque nous comptons faire aboutir ce projet autour des 55 jours de confinement, ce projet de dialogue de texte et de son et d'image, avec la collaboration d'Étienne et de Pascal, et puis le livre de Rava, oui, que nous sommes en train, puisque les imprimeries sont en train de rouvrir, hein, nous sommes en train de porter à l'imprimerie, à l'impression. Pierre, si tu veux dire quelques mots. Oui, alors donc je serai bref, mais donc déjà ravi de revoir Lali, et donc shalom Lali. Et donc et puis également, bon, bah, c'était un salam à Tarek, bien sûr, et savoir que nous étions privilégiés cet après-midi d'entendre des poésies hébraïsantes et arabes, donc lues par nos amis Pascal Goïta et Saïd Sayag. Donc c'est vraiment une grande joie cet après-midi de vous écouter, de vous entendre, d'entendre vos mots, vos souffles, et puis donc la portée de vos poésies. Et donc nous allons donc avec délectation vous écouter. Mais avant, donc, je voulais faire une petite déclaration. Je voulais vous informer que nous avons donc par le site donc des éditions Le Vent donc déposé un crowdfunding, donc un appel donc à souscription donc sur notre site web
pour en effet donc participer à la réalisation donc du recueil de Rava Spinner Cohen, donc qui doit, comme l'a dit Michel, donc paraître prochainement. Et puis également, donc sous peu, il y aura également un second crowdfunding donc qui sera lui dédié donc aux 55 jours de confinement, qui est à l'initiative donc de Pascal. Donc en effet, nous espérons verra le jour lui aussi, et donc avec des originalités, je dirais, des mises en œuvre qui lui sont propres et qui le sont également avec Étienne, je crois. Donc bien heureux à nous de porter ces deux projets. Donc, je vous souhaite à tous, je nous souhaite donc un excellent troisième café Levant cet après-midi. Et Michel, je te rends la parole. Oui, on lance la lecture, et notamment celle des poèmes de Lali et Tzipi Mikhaïli, avec la vidéo de Pascal, à partir de laquelle les lectures vont s'enchaîner en hébreu, donc l'hébreu dit par Lali, et en français par Pascal, bon, qui était lectrice, une bonne, très belle et bonne lectrice, et moi, bon, qui lis comme je lis. Bon, je vais partager l'écran pour lancer la première vidéo. Je m'en demande quelques secondes de patience. Alors, à propos de, juste, puisqu'on a un moment, à propos de lecture de Pascal, j'ai découvert, moi aussi comme vous, découvert par l'écoute, hein, la merveilleuse lecture de Pascal dans la newsletter, oui, sur la journée de Jérusalem, qui est paru dans les réseaux sociaux, où Pascal lit un poème d'Amichai, et c'est magnifique. J'ai un petit problème pour retrouver. C'est dans l'œuvre d'Agnès Ben-Simon qui a composé cet itinéraire à Jérusalem. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu plus long que prévu. Des soucis techniques. Oui. Donc le titre, je peux quand même dire le titre Voilà. de ce poème, c'est Ta voix adoucit la solitude de l'univers. Est-ce que vous le voyez là? On ne voit rien là, pour l'instant. Vous ne le voyez pas démarrer? Non. Non. Il faut que je recommence quelque chose, désolé. Compliqué. Je ne maîtrise pas encore bien cet aspect-là. Toujours pas? Non. Pourquoi ça ne marche pas? J'avais fait des tests, ça marchait bien. Mais... Alors... On le lit. Hein. Vous le voyez là? Ah, ça y est, c'est bon. Oui. Moi, je vais le mettre en plein écran et le démarrer. Voilà, c'est bon. Je me lève le matin sans savoir pourquoi. Ta voix apprivoise la lumière et fait de son mieux pour garder en vie les créatures du monde. Qui se rebelle contre cette voix? Une autre voix jaillit pour confondre la clarté du son
le cristal d'une cloche. Élève la voix, le convaincre de ne pas nous noyer dans le mal. Tourne encore le bouton pour que nous traversions bien cette vie. De l'avenir, nous reparlerons. Lali Sipi Mikaeli. La Liette? Le son était très bizarre. Je ne sais pas si vous, ça a été pareil pour vous. Il n'y a pas de Oui, si. non, il n'est pas excellent. Non. La Liette, correct בעברית? דלתות. את השיר הזה או שיר אחר? לא, דלתות, זה פשוט הרשימה. בסדר גמור. I just want... בוא נתחיל בצרפתית. Okay, I just want to speak in English for everybody and not in Hebrew because I understand that not everybody know Hebrew. So I would like first to thank you, Michelle, and to Levante Publishing for giving me the opportunity to be in this Zoom meeting and to get to know the wonderful Palestinian poet Tariq El-Karmi that unfortunately cannot be here now, so I'm grateful for that. And השיר דלת, מישל. דלתות, כן, דלת. כן, כן. Okay. So yeah, I believe that everybody... אני אתחיל בצרפתית, זה אולי יותר טוב בצרפתית להתחיל. כן, 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 כן. Porte. La vie est faite, dit Yehuda Michai, de portes qui s'ouvrent et se ferment. Un code et une clé pour ouvrir la porte. Au-delà, c'est le couloir de la vie, sous l'entière responsabilité de tout ce qui arrivera désormais. Je suis seul coupable. דלת. עמיחי אמר שכל החיים עשויים דלתות נפתחות ונסגרות. אני פותחת את הדלת אחרי שקיבלתי את קוד הכניסה ואת המפתח. גלריית החיים מכאן על אחריותי המוחלטת. בכל מה שיקרה מכאן, אני האשמה. Okay, so, you know, I believe that every person, by the fact that he or she lives in this world, must open a door and walk around, explore, and know the home he or she lives in. And sometimes we meet locked door and someone else opens it to us. So this poem, Door, is just about that. Ok. Pascal. Légende du corps. Vous m'entendez là? Oui. Ça va? Oui. Oui. Ainsi suis-je allée un jour où la bouche s'est ouverte, sans personne, un monde sans oreilles. La voix s'est mise à crier. Quand elle se lève, toute perception devient étanche. Le monde entier se tait et le silence face à la terre est un mur, est un pur silence blanc. Ce n'est pas celui d'une robe de mariée, ni la tunique de lin du buteau dont la danse exhale l'âme pure, le visage blanchi à la chaux et un filet de sang suintant de l'oreille sans qu'il n'y ait personne. Comment crier devant un monde vide? Quelle est la puissance de l'écho? Si le monde ne devient pas muet, le tympan exploserait. Voilà pourquoi il n'y a de voix ni de réponse.
Vous êtes seul dans les cellules de la vie, ouvert sur le corps. אגדת גוף. ובכן, הלכתי. זה היה ביום בו נפער הפה, מול אין קהל. עולם ריק מאוזניים, והחל לצעוק. ברגע שהחל, נאטמו כל כוחות השמע. כל העולם נכנס למיוט, והיה שקט על פני האדמה. כזה שקט לבן, צח. אתם יודעים, לא כמו סמלת כלה, כמו רקדני בוטו. בגדי פשטן לבנים, עם טיפת נשמה טהורה בפנים. פנים משוחים בסיד, וזרזיף של דם מתפלח לו מהאוזן. וכל זה מול אין קהל. אתם יודעים מה זה לצעוק מול עולם ריק? איזה הד אדיר זה? אם העולם לא היה עובר למיוט, תוף האוזן הייתה מתפוצצת לך, לכן אין קול ואין עונה. אתה עומד לבד בקפסולת החיים, פעור בתוך גוף. Yeah, the mute mode is not foreign to us now in these days. So, Legend of the Body, the poem that me and Pascal read before, is a poem that examines actually a relationship between me and the world, between man and the world. Man's place as a body in the world. So how the world listens to the voice of the individual. And I just want to say that the poem is from the book Tractate of Faces, Masechet Panim, that talks about the different faces of the world, or different ways to see the faces of the world. Toda, merci Dali. Pascal, et avec un poème qui est très proche, dans la même approche du féminin, Psaume de femme. Psaume de femme. Tu parais différente de tout ce que j'ai connu, dans ma vie déployée comme une gamme. De ta main, tu tiens le monde entier. Quand tu parais différente de tout ce que j'ai connu, tu annules l'écriture de l'histoire des femmes et transformes mon image autre pour parler le langage de l'amour, car tu es une autre. Devant moi, quand je joue le mode majeur pour toi. Oui, alors, petite anecdote, enfin, j'ai découvert que Lali était musicienne aussi, puisque hier, avant-hier, elle m'a envoyé un lien d'un enregistrement qui a été fait d'un prélude de Chopin. Donc, jouer à cette connotation profonde pour elle, de la musique. Le poème suivant, alors qui est un poème qui tranche un petit peu, qui n'est pas politique, pas autant politique, mais qui la situe dans l'espace, oui, l'espace politique israélien. Il y a quelque chose, il y a une cassure terrible qui a cassé cet espace au sens de espace sociétal, culturel, enfin multiple. C'est la mort de Rabin, l'assassinat du Premier ministre, Yitzhak Rabin. Pour Rabin, je n'étais pas là, je ne peux témoigner pour l'événement. J'ai pleuré devant la télé, comme si c'était moi qu'on avait assassiné. La distance du temps est trompeuse, la terre friable et la démocratie instable. Était-ce un acte religieux, légitime? La main d'un juif nouée dans sa foi
et même s'il relève de motivations philosophiques ou poétiques, hein, authentiques, est-il pardonnable? Dans les poèmes, c'est le sang, pas un relief de plaine ni de montagne, qui change la nature de l'homme. Le meurtre est dans ses yeux. Pas le coup de poing, ni un couteau, ni une balle qui perfore. Le cœur a mis plus de temps. Aucune photo miraculeuse n'effacera les yeux rouges. Ce poème, enfin, pour moi, illustre de manière tout à fait émouvante ce que j'ai ressenti personnellement, tout en étant ici en France à l'annonce de cette mort. Quelque chose de qu'aucune photo miraculeuse. Il y a eu pas mal de poèmes, des choses qui sont écrites après. Aucune mythologie ne remplacera ce moment de l'histoire qui a été un véritable séisme, hein, un séisme de la société, dans la société du pays. Alors, le poème suivant, c'est moi qui vais le dire. Ah non, il y a d'abord le texte en hébreu qui va retentir. מישל, אתה רוצה שאני אקרא את השיר בעברית? כן, בטח. אוקיי. כשרבין, אז לא הייתי בארץ. אני לא יכולה לשמש כעדה למקרה. בכיתי מול הטלוויזיה כאילו רצחו אותי. את מרחק הזמן ניתן לתעתע. היה זה על בסיס פוליטי חלקלק? תחת בסיס דמוקרטיה מעוררת? היה זה אקט דתי בעליל? ועם ידי יהודי בבסיסה של אמונה? ואם היה זה ממניעים פילוסופיים או פואטיים? יושב על הטוטלי? האם זה נסלח? בשירים? הדם, לא אדמה, לא הר. אם ישנה את טבע האדם, רצח לו בעיניים. לא אגרוף, לא סכין, לא כדור משתולל בחלל. הלב, ידידי, אין לו זמן. שום פוטושופ פלא לא ימחק עיניים אדומות. I just want to say that when Rabin murdered, I was in shock, and I was not in Israel at that time. And I saw all the event in the TV. So for a long time, I couldn't stop crying. And this poem, I wrote just 3 years ago. I couldn't write about it even. I was in deep shock that Jewish murdered our great Prime Minister. Yeah. I have some political poems. Not that I think that we as poets have to be, let's say, write political poetry, but you know, when you are involved, you cannot be not involved in the situation of such a situation of conflict and war and the conflict with Palestinians. You cannot stand aside and do anything. So you react as a poet, as a citizen of this country. And yeah, this is one of the poems that I relate to the political situation in Israel. And, you know, it was great for me to know Tarek, and unfortunately cannot be here today. And he actually opened for me a world that was, I wasn't there, actually.
I wasn't there not because I do not live in this conflict, but I didn't want to touch this problem in my poetry. And suddenly, these 2 weeks, I started to speak with them and understand how deep we are in it. And we cannot be blind and not to see that. Yeah, I'm sure something will be, created Quelque chose because of this meeting. Because of this meeting with Tarek. Je pensais à Elias Cohen qui dit à peu près les mêmes choses, hein, d'une situation semblable, bien que cet événement a été tragique. Il a été tragique s'il en est, presque, peut-être concentré en un seul homme, hein, tellement de haine qui ne peut être comprise que quand il y a des catastrophes sismiques. Oui, il y a quelque chose de là, ce que l'Hébreu dit dans Shoah, oui, catastrophe naturelle, hein, quelque chose que dans l'ordre du compréhensible et de l'acceptable, puisqu'on doit l'accepter. Le mot de Rabin a été, malgré tout, il s'est fait. Et chez Elias Cohen, ce poète qu'on a publié également dans les poèmes des jours terribles, hein, il y a comme un écho de cela, mais Elias a le sang de la prophétie. Il nous dit quelque chose naîtra de tout ce sang, quelque chose naîtra. Et nous attendons que cette naissance ultime. Le poème suivant, c'est moi qui vais le lire, qui est un peu Nars Poetica, quelque part, une reconnaissance faite donnée à la poésie, à ce que j'appelais le devoir de rêver. Le poète a le devoir de rêver et il faut lui reconnaître, oui, ce devoir, comme je disais pour Tariq, bien que fonctionnaire et pris dans des situations sociales, collectives, il sait se libérer de cette mise en demeure, enfin, sociale, collective, hein, pour exprimer sa liberté et son rêve de poète. Homo poeticus. Ce que tout homme doit être, ce n'est pas l'Eldorado. Personne ne promet que dans ce monde, l'or est dans l'azur. C'est une autre conscience qui permet d'aller et d'être, d'imaginer et de rester, de s'épanouir et de grimper au ciel en échappant au virus de la mort. Aujourd'hui, plus que jamais, menacés de devenir des hommes robots, il faut se rappeler que la poésie peut sauver l'homme. Lisez, écoutez la poésie, fréquentez les soirées de poésie. C'est une expérience immersive. Elle intègre, elle fait corps. Perds-toi dans l'écriture, pas dans les états d'âme. Mot contre mot, sauvons l'esprit pour que tout le reste soit sauvé. Voilà le credo de Lali. En hébreu, cette fois-ci. Homo poeticus. זה מה שאדם צריך להיות. לא. זה לא אלדרדו. איש לא מבטיח שבעולם הזה תמצאו זהב ברחוב כחול. זו תודעה אחרת. תודעה אחרת שמאפשרת ללכת ולהיות. לדמיין ולהישאר חופשי. לפרוח ולנסוק לגבהים, ולהיחלץ מווירוס המוות. כיום, יותר מכל, כשאנחנו מאוימים להפוך להומו רובוטיקוס, חשוב לזכור שהשירה יכולה להציל את האנושי. כי הוא אור. האזינו לשירה. לכו לערבי שירה. זו חוויה אימרסיבית. היא מטמיעה אותך בתוכה, היא מוטמעת בתוכך. שלח יד בכתיבה, שלח יד בכתיבה, במקום בנפשך.
מילים יגנו מפני מילים. בוא נשמור על הרוח, כי אז כל השאר כבר יישמר. Yeah, it's very actual poem. The poem Homo Poeticus from the book Papa. Talks about the transformation of man in the technological age and the need for poetic creation precisely in the era that attempts to erase multidimensional humanity. So yeah, this is my idea to be Homo Poeticus. Voilà un bel acte de foi pour la poésie et qui devrait toucher aussi les responsables culturels de nos sociétés. La poésie est d'avoir les libraires. Les livres de poésie sont des livres qui peuvent, qui ajoutent, qui sont des suppléments d'âme pour l'homme. Alors, un texte va conclure un petit peu cet aperçu poétique du monde, de l'univers humain, poétique et aussi social, collectif de Lali. Un texte que va lire Pascal. Tout se résume finalement en une maison, bâtir une maison, oui, poser les pierres, bâtir, monter un toit, monter les murs, monter un toit. Voilà, c'est une manière de dire que voilà, on est tous appelés à construire le monde. Alors bien sûr, en hébreu, il y a ce qu'on perd dans la traduction française. Bien sûr, la traduction, elle gagne, mais aussi elle fait perdre pas mal de choses. Bait, c'est quelque chose. Bait, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. C'est le bet, lettre par laquelle commence la Genèse, hein, le texte biblique. Hein. C'est la strophe du poème, c'est la boîte des phylactères pour le juif traditionnel religieux qui fait sa prière, hein, et toutes ces lanières, oui, qu'il met dans cette boîte. Enfin, c'est beaucoup de choses. Hein. Et Beit, avant que l'État d'Israël naisse, on parlait de Beit Yehudi, d'un foyer juif, oui. Et puis quand vous rencontrez un Israélien à l'aéroport, il ne dit pas « je reviens en Israël », il dit « Ani choser habayta », habayta, Beit. Alors bizarrement, j'ai trouvé ce mot Beit dans le sud de l'Italie, dans certaines contrées, ce mot existe, Baita. Certains, en dialecte, si je peux dire italien, ça dit Baita, c'est la hutte des chasseurs, enfin c'est l'espèce de petite cabane bâtie pour mettre des vivres et autres. Alors, maison, c'est Pascal qui le lit. Quand tu n'as pas, et tu n'es pas, et tu n'as pas pour être et pour avoir tout ce qui existe au monde pour toi, c'est une maison qui chancelle et ne retient pas. Cette maison qui saigne et rejette n'a pas de porte. Il te faut décider quand tu peux enfin entrer. Et le facteur ne se trompera plus, ne laissant plus de lettres de côté. Maintenant que j'ai une adresse et que j'ai la joie d'entrer et de sortir, je vais dans tous mes jours qui dansent. בית שאין לך ואין לך ואין לך ואתה לא ויש לך ואתה לא ואז כל מה שקיים מבחינתך בעולם זה רק בית. והבית הזה רעוע, והבית הזה לא מכיל, והבית הזה מדמם,
והבית הזה מוקיע, ולבית הזה יש דלת, ואתה צריך להחליט מתי להפסיק לעמוד בכניסה. הדברית לא תתבלבל עוד. היא לא תניח את המכתבים לצד הדרך. הנה עכשיו יש לי כתובת. והנה עכשיו שמחה. ואני יוצאת ובאה, ויוצאת ובאה, ועל כל ימיי ריקוד. It's from the Madhouse. This is a house that, called like this by people because of the, special architecture. But it is a house in the broad sense, of course. It's about a house in the broad political space and the house in the cosmopolitical sense as well. And in Hebrew, Bait is also a stanza of a poem. And when I'm saying Bait, as Michelle said, Bait for Jewish people is something that more than just house, it's a home. It's a home of what the family gives you in this house, what the books, the religious books gives you in the house, what all the behaves and stories that you heard from your father and mother and grandpa. My grandpa was a rabbi. All what I heard, this is a house. But when I'm saying a med house or the med house, I mean by this, of course, also the house in general that we live, the world that it seems that lost the same. Ouais. Alors, pour nous, ce n'est pas sans rappeler bien sûr la conception de Chabès. Hein. Le livre est une maison, c'est ce qu'il dit. Le cri des livres, c'est comme le mur, ceux des murs. C'est la première remarque que je ferai. La deuxième, c'est cette notion d'habitation. Cette maison est humaine. Cette maison, elle mérite l'homme qui va y habiter. Et bon, sans bien sûr entrer dans l'incidence historique, sinon idéologique, hein, la Bible dit bien que le peuple, la terre promise, hein, il faut qu'elle soit permise, il faut qu'elle soit méritée. Il faut qu'elle soit méritée. L'éthique juive a toujours posé, judaïque a toujours posé cette nécessité de pas simplement construire des murs, bétonner le Negev, bétonner le désert, oui, mais aussi lui donner du sens. Alors, une anecdote à ce propos, c'était à propos, il y a très longtemps, quand j'étais prof à Beersheva, à l'Université Ben Gurion, je me rappelle, bon, il y a beaucoup de Bédouins dans cette région, et l'ancienne des Bédouins, c'était dire combien ils ne comprenaient pas pourquoi les Juifs bétonnaient le désert. À quoi ça sert de bétonner le désert? Ça sert à quoi? Et bon, ça donnait Yoram Kaniuk, le romancier, l'écrivain israélien disparu, il n'y a pas si longtemps que ça, avait écrit un texte sur cela. Que veulent dire les Bédouins quand ils disent hein, il ne faut pas simplement bétonner le désert, il faut lui donner du sens. Le sens peut-être que les pionniers d'Israël ont donné à la manière de faire, de bâtir ou de faire refleurir le désert. Je crois donc que le texte a été lu dans les deux langues, si je ne me trompe pas. Christophe peut peut-être nous faire entendre ses compositions.
Je demande aussi d'entendre. Ben, je l'avais fait tout à l'heure pendant la lecture de Lali en hébreu, Oui. mais je ne sais pas si c'est passé. Je crois que Non, on n'a pas Sylvia a tellement coupé. entendu, oui. Alors voilà, je le mets extrêmement fort. Merci, nous avons déjà... Voilà, alors je n'ai aucune idée de comment ça a pu sortir sur vos baffles et enceintes respectives. On n'a pas réussi pour le direct. Voilà, mais peut-être pour un prochain. La ligne directe, ouais. Voilà. La ligne, vous l'avez entendu par le micro? Oui, oui. Ok, ça devait être... C'était pas saturé, trop saturé, ça va? C'est un mélange de live. On fera un... Tiens, nouveau. installe. À la fin des lectures de Tariq. À la fin des lectures de Tariq, on fera un second essai de ta musique. D'accord. Alors là, j'ouvre le volet Tariq. Et c'est Saïd qui lira pour Tariq en arabe. Moi, j'essaierai de lire en français. Mais auparavant, nous allons voir et écouter la vidéo que Pascal a faite pour un très beau poème de Tariq qui s'appelle L'Oiseau. Vous le voyez? C'est bon? Non, pas encore. J'ai des problèmes. Quel ciel bleu me descendait dans ma paume. Vous le Dans voyez les là? cieux nommés par l'oiseau, en égrenant les chapelets, je dirais non, je n'y... Vous le voyez pas? Non, on ne le voit pas. Bon, moi je l'ai en écran. Un problème. Faut que je fasse d'une autre manière, désolé. Je vais patienter un petit peu. Peut-être quelques mots sur Tariq. Saïd, tu veux dire quelques mots sur sa poésie, ce que tu as ressenti? Le micro. Attends, peut-être que j'ouvre le micro de... Saïd, oui. Excuse-moi, Saïd.
Voilà. Ça y est, c'est ouvert. Oui, très bien. Donc, moi, ce que je peux dire de Tarek Hossein Al-Karmi, c'est que les contacts que j'ai pu avoir avec lui sont passés plutôt par Messenger. Et donc, mais c'était avec image. Donc, je le voyais dans sa chambre, seul, souffrant d'une chaleur atroce qui atteignait dans cette petite chambre 47 degrés. Il s'épongeait, il essayait de préparer à manger et en même temps, il fumait cigarette après cigarette. J'ai compris que un milieu comme celui-là ne peut pas ne pas avoir un effet un petit peu dérangeant pour le personnage. Le personnage se pose plein de questions, il n'est sûr de rien, il n'est satisfait de rien, il rouspète, il critique, tout est mélangé, c'est un maelstrom de critiques plutôt marxistes, léninistes, comme il le dit lui-même. Mais par contre, la poésie ressort dans ses colères, dans ses exclamations, dans ses commentaires. Et il est plutôt attachant malgré parfois un effet agaçant pour celui qui l'écoute. Voilà comment je peux résumer le contact avec Tarek. Je vais refaire un essai. J'espère que ça va être le bon cette fois-ci. Désolée. Oui, on dirait. Ouais. C'est bon là? Je pense. Quel ciel bleu me descendait dans ma paume. Dans les cieux de l'oiseau, en égrenant les chapelets, je dirais non, je n'idolâtrerai pas l'oiseau, celui qui monte à la hauteur, Il n'y a pas d'image. celui qui ouvre à l'aile surprise le monde des cieux. Me faire habiter le jujubier et sa branche éternellement humide de rosée. Une distance me sépare, en un battement de cils, du paradis pris dans l'équation de l'oiseau. De la plume germe l'âme, qui tatoue cette âme. Quel battement m'a possédé? Laquelle de ses ailes a fleuri? Et laquelle de ses ailes m'a donné le vertige au point de m'éloigner avec l'oiseau? Croyant que j'étais cet oiseau? Tarek Al-Karmi. On n'a pas vu l'image. Il n'y avait pas d'image. Hein. Je suis désolée. Une technique là. Bon, on verra après. On peut commencer la lecture du choix de poème que tu as traduit, Saïd. On commence par le français. Très bien, oui. Alors, le moins de ce que je touche. Comme si ton corps étendu était un chemin pour les oiseaux errants, comme s'il était un champ de mine d'émeraude, de laurier rose et de tonnerre de jasmin. Et voici que me prend l'envie d'appuyer sur le bouton de ton nombril polaire et que s'embrasent les fourmilières dans le corps de la terre. Je veux toucher le bouton de ton nez pour que les jardins s'agitent. Appuyer sur le bouton du rêve pour que mon enfance aboie. 1000 fois, je veux toucher les yeux fermés
pour que tu surgisses dans les pommes de mon pays, mouillé par la somnolence des tués. Je veux ce moment dans l'heure pluvieuse, dans le lit des souffles, toucher les 10 clés de tes pieds pour les presser doigt après doigt pour que le piano explose. Très bien. Maybe can I share the video? Can I try to share the video? I have here option. Oui, après, No? la ligne. No, no? Okay. Never. En arabe, Tax video. أقل مما ألمس كأن جسدك الممد طريق للعصافير الضال كأنه حديقة ألغام الآس والدفلا ورعد الياسمين وها أنا أريد أن أضغط زر سرتك القطبية فتشتعل بيوت النمل في جسد الأرض أريد أن ألمس زر أنفك فترتعش الحدائق أن أضغط زر الحلمة فتعوي طفولتي أريد ألفا أن ألامس إغماضة العينين فتهمي في راحتي بلادي مبللة بالنعاس القتلى أريد اللحظة هذه في ساعة المطر وفي سرير الأنفاس أن ألامس 10 مفاتيح في قدميك أن أضغطها إصبعا إصبعا كي ينفجر البيانو. Voilà. C'est fini. Dans le poème suivant, le temps de la nostalgie, Saïd, ou temps nostalgie. Oui. Court poème. Sur les tombes de mes sœurs, sur la terre, sur toi, sur moi, sur l'enfant, comme l'arc-en-ciel, je me prosterne. حين الحنين على قبور إخوتي على الأرض عليك على نفسي على الطفل كقوس قزح أنحني. C'est bon. Fromage de France. Voilà. Je me rappelle cette traduction par Saïd, on a pas mal discuté de ce... Oui, le poème qui se réfère au fromage français, donc à cette image qu'a le fromage français en stéréotypé, stéréotypique dans le monde. Depuis longtemps, je désire le vin perlant, ô Marie, et le fromage de ton pays, et parce que tu es pure parisienne, et parce que le corps qui tressaille de blancheur sous la nuisette, je le hume avec une faim quasi hypnotique, avec une croupe qui se dandine comme le fromage. Je supplie la nuit pour que mon dîner change, quand tu viens, étalon achevé, table qui avance, tremblant d'onctuosité, pour que tu m'introduises dans le mets royal, entre la croupe qui se dandine et ce qui s'écrème à l'intérieur de la croupe, comme une souris aveugle, aux ailes parfumées de musc. جبنة فرنسية لطالما أشتهي النبيذ المتفصل يا ماري وجبنة بلادك الفرنسية ولأنك الباريسية المحض لأن الجسد الذي يرعد بياضا تحت قميص النوم أشمه من جوع ملء غيبوبة يكفل يترجرج كالجبنة أسأل الليلة أن يكون عشائي مختلفا حين تجيئين قالبا كاملا مائدة تمشي بما ترعد من دسم كي تدخلين المائدة الملكية ما بين الكفل الذي يترجرج وما يتجبن في الكفل فأرا أعمى بأجنحة من شميم. C'est bon.
Alors, le poème suivant sera « La mer est ma Méditerranée ». Pour ce poète de culture arabe, la seule mer, c'est la Méditerranée. De même que pour les Hébreux de la Bible, la Méditerranée, c'est la dernière mer, Yam Acharon, la dernière mer. Donc il y a une référence mer, une référence ultime, radicale. Il n'y a pas d'autre mer que celle-là. Et c'est d'autant plus fort dans le texte, dans la pensée de Tariq, que cette Méditerranée, je dirais dans cette Méditerranée coule toute l'ambivalence, l'ambiguïté de la terre, de cette terre que deux peuples partagent. Alors, il y a dans le poème, on trouve la référence à Jaffa, Yafo, qui n'est pas une référence palestinienne, c'est une référence de l'État d'Israël. Oui, Yafo est un lieu, c'est Tel Aviv. Et bon, il se réfère ainsi, il fait allusion bien sûr, au récit biblique, au récit archaïque sur Yafo et sur Jonas. La mer est ma Méditerranée. Bienvenue à ce qui mugit sous ma peau. Ô Méditerranée, viens t'agiter dans mes veines. T'interroges-tu pourquoi mon sang est salé? Bienvenue pour offrir à Jaffa sa baie dans les cieux et au nom de Jaffa ses tresses d'eau. Prends ma chemise pour en faire un étendard, un voile, et donne-moi la chemise d'eau. Tu dors à tort, enchaîné par les gardes-côtes, soldats du Dieu juif. Entre nous, un mur de la chair de nos morts, mais j'entends tes souffles chuchotant comme des oreillers, de bruine et d'embrun qui me pulvérisent, sitars et sirènes, éclats, flûtes de sel et d'iode. Ô Méditerranée, qui continue de creuser dans l'eau mon pas de louange, toi qui demeureras l'élu de la famille de mon sang. Ô mon sang élu, qui est de la famille de l'eau de la Méditerranée, tu demeureras. Donc une mer commune à l'hébreu et au palestinien. البحر بحري المتوسط مرحبا بالذي تحت جلدي يهدر أيها المتوسط مرحبا في عروقي تختض أتسأل من أين دمي مالح مرحبا تهب حيفا خليجها في السماوات والإسم ويافا جدائلها الماء خذ قميصي راية وشراعا وأعطيني قميصك الماء أنت مصفودا تنام في توربيد خفر السواحل جنود الله اليهودي بيني وبينك جدار من لحم قتلانا لكني أسمع أنفاسك الوشوشة وسائد من رذاذ وروائح تطبخني قياطر جنيات الماء نايات ملح ويود أيها المتوسط الذي ما تزال على الماء تحفر خطوتي سبحانية والذي ستظل أنت مصطفى من فصيلة دمي يا دم المختار الذي من فصيلة ماء المتوسط سوف يظل. C'est bon. Merci Saïd. Poème suivant, crise de logement. Il y a du crise de logement dans le territoire palestinien, comme il y en a ailleurs, mais cette crise est d'autant plus sauvage et dure que bon, l'état des lieux est assez désastreux et bon, il y a encore des camps de réfugiés, enfin il y a eu une situation assez misérable. Crise de logement. Toi, tu cherches en vain un logement en ville.
Tu le cherches dans les banlieues de la ville qui a abandonné et abandonne ses banlieues. Maintenant, tu cherches un nid de fourmis, ou même un trou à rats, ou même un semblant de chambre dans un camp de réfugiés, comme si la ville ne t'habite plus. Ou te loges dans des appartements qui ne te supportent plus, au point d'exploser réellement. Tu te dis, j'accepterai un logement, même dans une rue infâme. Tu te contenterais même d'une cellule en prison, et même de la moitié d'un logement dans une rue qui mène au cimetière. Et même si le semblant de logement est collé au cimetière. Et même un abri de 2 mètres sur un demi-mètre dans un cimetière. أزمة سكن. أنت عادة تبحث عن شقة في المدينة. تبحث عن مسكن في الضواحي التي تغادر ضواحيها. صرت تبحث عن مسكن، لو بيت النمل أو جحر الضب، لو شبه الغرفة حتى في ملجأ. كأن المدينة ما عادت تسكنك أو تسكنك منازلها التي ضاقت تضيق بك حقا حتى انفجرت. تقول لو لي بيت مسكن في شارع مستوحش. أنت ترضى لو بالمسكن الزنزانة، لو حتى نصف المسكن في شارع آخره مقبرة، لو حتى شبه المسكن لصق مقبرة، لو مسكن متران بنصف المتر في مقبرة. Merci, Saïd. Dernier texte, Capitale, très court. Capitale. Quelle ville est-ce? Ces rues miment mes artères. Mes artères sont comme toutes les rues, et mes artères ne sont-elles que des rues? Toute la ville est mon cœur. عاصمة. أية مدينة هذه؟ شوارعها تقلد شراييني، شراييني كأنها الشوارع كلها، وهل شراييني إلا الشوارع كلها؟ المدينة قلب. C'est bon. Oui, alors bon, je crois qu'on a terminé pour les lectures de Tariq. Il y aurait beaucoup d'autres textes à lire, notamment ceux, je vous renvoie au numéro 10 de la revue Le Vent, où il y a un ensemble de textes, une dizaine de textes traduits par Salah Al-Hamdani. Voilà, bon, si Christophe veut jouer, ce serait une belle pause. En audio, on est prêt. Oui. Hop, je place les micros convenablement. On espère. Quelles conditions.
Voilà, je ne sais vraiment pas, on ne sait pas comment c'était chez vous. Non, on a pu apprécier, enfin, avoir un avant-goût de... Ah, mais peut-être qu'il va vous dire deux, trois Ici, mots. ça sonne bien. Ici, ça sonne super, hein, ça c'est sûr. Vous avez entendu quelque chose un jour? Ouais. Vous avez entendu de la saturation, non? Vous avez rien entendu? C'est ça. Non, moi j'aurais souhaité juste que Christophe peut-être dise deux, trois mots sur Oui. ce qu'il y a dans cette pièce. Ouais, alors, ouais, très intéressant. Cette pièce, en fait, bon, en général, ma musique est un peu intemporelle, hein, se situe entre la musique très écrite ou la musique électronique, euh, de différents styles. Là, pour la peine, c'est une pièce qui est assez ancienne, que j'ai faite en 2011, que j'ai écrite pour un ensemble. Il y avait des hommages un petit peu aux compositeurs du début du siècle, comme Bartók, Stravinsky, Shkulov, des gens comme ça. Et puis aussi la musique spectrale moderne d'aujourd'hui. Donc en fait, il y avait ici, c'est un travail que j'avais commencé avec une chanteuse qui s'appelle Zara Vassivald, qui est la chanteuse la plus connue en Europe pour ce qui est des chansons juives anciennes, modernes, etc. Il suffit de taper Zara Vassivald sur Google, vous verrez, elle apparaît chez Zandorn, sur plein de grands labels connus. Une grande chanteuse qui habite à Bruxelles, donc, qui est une amie. On avait commencé un projet là-dessus où elle voulait mettre en musique des folk songs juives, c'est-à-dire qui n'ont pas d'auteur. Hein. On ne sait pas d'où elles sortent. Autant elles peuvent être médiévales qu'antiques, on ne sait pas trop. Et les mettre en musique avec une musique assez moderne, une musique d'ensemble écrite. Et finalement, à cause d'une conjoncture un petit peu complexe, le projet n'est pas arrivé à bout. Mais du coup, j'ai gardé des bouts de cette musique sans la voix et des bouts avec la voix. Donc, ce qu'on entend, en fait, c'est un peu la représentation du chauffard. Ce qu'on entendait là, c'est que les musiciens, en jouant, ils soufflent en même temps. Ils ont la hauteur du son, mais en même temps, ils mettent du souffle. C'est une musique très organique. C'est donc qui fait appel à l'intemporalité, en fait. C'est-à-dire un petit peu aux résonances orchestrales modernes, mais aussi qui n'ont pas de temps. C'est-à-dire un peu en fait, étrangement, dans l'Antiquité, dans la musique antique, les seules preuves qu'on a d'écriture, disons que la science de la musique dans l'Antiquité, elle vient des Grecs, nulle part ailleurs. Quand on parle de théorie de sciences musicales. Du coup, mais néanmoins, n'importe quel peuple à l'Antiquité, quand il jouait de la musique, même si la polyphonie n'existait pas, en fait, c'était de la pré-polyphonie. C'est-à-dire, on était dans une sorte de musique monodique, avec beaucoup de sons à l'unisson, les mêmes. Donc, on était beaucoup dans la texture, dans l'accord. Et c'était retrouver un petit peu ça, voilà, ce qu'on a écouté là. Mais il faut l'écouter avec du bon son, il faut l'écouter, voilà. Évidemment. C'est toujours... Oui, la zoom, clairement pour la vidéo, ouais. on a vu tout à l'heure, pour certaines musiques, c'est pas forcément... Voilà. Si vous voulez aller jeter une oreille à ce que fait Zara Vassivald, moi-même, ça c'est super intéressant. Parce qu'elle reprend vraiment là, je n'avais pas de bout sous la main avec sa voix, mais elle chante vraiment des très très anciennes chansons juives, en hébreu évidemment. Et donc, même en yiddish aussi. Vous avez travaillé sur le texte d'Amichai, donc on aura, je pense, l'occasion d'entendre. Ça, c'est avec Bernard. Ça, c'est encore autre chose. Pour la prochaine fois. Là, Bernard m'avait lu juste un poème de Yehuda Amichai, comme ça dans sa cuisine. Et je l'ai enregistré et je l'ai fait en studio après. Voilà, j'ai composé autour de ça. Écoute, merci Christophe. Donc, voilà. 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 De l'échange, si vous avez des choses, voilà, des questions. Alors, il y a des musiciens, apparemment, oui. dans le groupe là. Oui, il y a des musiciens. Claude. D'accord. Si vous avez des questions, des remarques, voilà, à nous demander aux uns aux autres, hein, c'est le moment où nous pouvons le faire. Hein. Je rouvre le micro. Hein. Oui, vas-y. Merci. Donc, s'il n'y a rien aucune question, remarque, mais je voudrais un petit peu annoncer ce qui va se faire plus tard. Enfin, j'ai l'impression que
Ce genre de rencontre se pérennise, même si nous sommes déconfinés, même si nous serons libres. Cet espace va venir peut-être s'ajouter et compléter les autres qui sont plus physiques et réels. Bizarrement, la distance rapproche. Très souvent, quand on organise des choses dans un lieu donné à Montpellier, bon, c'est rare qu'il y a très peu de gens qui viennent pour la poésie, parce qu'il y a le football, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a d'autres choses. Et là, l'espace virtuel nous donne des ailes quasiment, et peut donner à la parole poétique des ailes. D'autant plus que cette parole poétique, elle est demandeuse d'ailes. Elle veut des ailes. Alors, la prochaine fois, nous avons pensé à aller dans le virtuel et pourquoi pas susciter, évoquer une rencontre imaginaire où il n'y aurait pas des poètes vivants, des poètes bien réels, bien qu'ils restent réels dans la mémoire physique et perpétuelle. Notre mémoire physique est perpétuelle. Je pense à deux poètes majeurs, égaux en quelque sorte, dans l'universalité et la reconnaissance réciproque. Et pour nous qui, dans des espaces culturels et littéraires et poétiques qui nous tiennent à cœur, qui sont vraiment des enjeux, du coup politiques aussi, c'est la poésie de Yehuda Amichai, le poète israélien, et celle du poète palestinien Mahmoud Darwish. Alors l'idée, si vous voulez, très simplement, c'est de faire dialoguer deux poètes qui auraient dû se rencontrer dans le temps de leur vie, mais qui étaient même, si on peut ajouter la note, si vous voulez, médiatique, qui était novélisable en même temps. C'est-à-dire qu'on voulait donner à l'Israélien à condition que le Palestinien reçoive. Organiser une rencontre entre les textes de l'un et de l'autre, en arabe, en hébreu et en français, avec peut-être une invention de poètes réels, oui. Je pense à Elias Cohen du côté hébraïque, mais aussi ça pourrait être en même temps un poète arabe. Voilà l'idée, si vous voulez, le fil conducteur du prochain Café de Levant. Je pense que ce projet que j'ai évoqué, qu'on a évoqué auprès de plusieurs personnes, a éveillé l'enthousiasme. Effectivement, je sais pour avoir peu, mais enfin parlé à Mahmoud Darwish et beaucoup plus à Amichai, que l'un et l'autre se considéraient. C'est-à-dire qu'ils avaient de l'estime l'un pour l'autre et que tous les deux étaient porteurs de lumière. Comme dirait un poète qui vient disparaître et auquel nous avons un devoir pas que de mémoire, mais un devoir d'amitié immense. C'est Salar Sétier, un homme, un véritable fantin, avec tout l'esprit, l'humanité, l'érudition, la connaissance, la modernité, même si il était diplomate, c'était son métier, et que voilà, il avait une forme d'affabilité qui pouvait passer pour superficielle, mais c'était un porteur de lumière, comme il avait l'habitude d'appeler les poètes. Donc voilà un peu le projet pour le prochain café. Mahmoud Darwish, Yehuda Amichai, dialoguant avec les textes dans les trois langues et autour de thèmes universels. N'est-ce pas des poètes universels? Ne sont-ils pas des poètes universels? L'amour et la paix. Qui l'amour de la terre? On l'a vu chez Tariq, on le voit, mais même si c'est exprimé d'une certaine manière chez Lali, la maison. Et l'amour qui fait que nous faisons tout pour la paix, pour que la paix soit, Et comme dit Amichai, elle ne soit pas pour les morts, elle soit pour les vivants. Donc c'est un dialogue de vie pour les personnes qui, hélas, ne sont plus. Voilà, c'est un peu le projet que je vous soumets. Il sera le nôtre pour le prochain café que nous envisageons, Sylvie, pour le dimanche 14. On a choisi peut-être un dimanche pour qu'il n'y ait pas, que ce soit plus facile et commode pour tout le monde. Dimanche 14 juin, à la même heure, si c'est possible. Voilà le projet que nous faisons porteur, si vous voulez. Et en entendant peut-être
Alors ça, c'est un problème technique à résoudre, peut-être avoir des partages de documents de la voix de l'un et de l'autre poète. Moi, Alors, je me posais juste cette question, peut-être s'il y avait un endroit, une plateforme, ça peut être, je ne sais pas sur Zoom si c'est faisable, mais ou sur le site du Levant, ou sur l'événement Facebook, qu'on ait peut-être les textes en hébreu, en français, les vidéos de Pascal. Moi, j'aurais pu mettre en ligne les choses de Christophe. Absolument. Un endroit qui centralise tout ça, ce serait bienvenu, je pense. L'idée retenue, Iris. Oui, bien Iris, il y pensera. Alors, j'évoque pour finir une anecdote. Et en pensant à ce dialogue imaginaire pour nous, peut-être, dans l'inexistence, oui, de deux personnes. Au début du périple de Levant, dans les années 87-88, j'ai téléphoné, j'ai parlé à Mahmoud Darwish, il était à Paris. Je m'efforçais de lui demander, de lui dire enfin que combien sa poésie était proche, hein, combien sa poésie elle était proche de Levant, oui, de ce projet que nous fondions à l'époque. Hein. Je le disais en anglais, croyant que tout palestinien qu'il était, et exilé et politique, hein, il n'avait rien à faire de l'hébreu. Et voilà que Mahmoud Darwish me dit, écoute, laisse tomber l'anglais, parle-moi en hébreu. Ensuite, en lisant Darwish, son poème d'amour à son amoureuse de Haïfa, oui, son amoureuse israélienne. Voilà un petit peu, pour clore les choses, hein, ce que je voulais dire pour justifier un petit peu de cette rencontre. Je pense qu'elle est attendue, elle est à faire, et qu'elle peut, n'est-ce pas le rôle des poètes, ils ont un rôle, hein, de parler le langage de l'avenir, de penser. Il n'y a pas que les philosophes, ou la philosophie et poésie aussi, dirait Heidegger, et d'inventer, d'exprimer l'humanité faite de présence attentive et d'un désir de rassemblement et de la nécessité de l'espérance. Voilà un petit peu que se conclut, comment pourrait se conclure ce café. Michel, je voulais juste ajouter pour tout le monde que vous pouvez retrouver toutes les vidéos des Cafés Levant sur le site des éditions Levant. Vous aurez un onglet qui s'appelle Agenda Gallery et vous tomberez sur une playlist où vous trouverez donc le Café Levant numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et à l'intérieur de chacun, donc nous présentons donc chaque café en 3 vidéos, une vingtaine de minutes, donc pour en effet qu'il vous soit plus facile de les visionner. Donc, vous pouvez sur ce site toutes les retrouver. Donc voilà, Pierre vient de parler du site de Levant. Il y a un site, nous avons un site qui est abouti, qui est élaboré, où nous pouvons, oui, tout de notre histoire, de notre activité est exposée, donc vous pouvez commander, je crois, on peut commander des livres également, où ça va se faire, hein, des livres qui sont toujours produits en nombre limité et avec des artistes. Je pense au dernier qui va se faire, qui est en train de se faire, celui de Rava Pinras Cohen, pour lequel nous essayons de trouver de bon financement et qui sera un très beau livre. Nous avions présenté la fois dernière la couverture de par Étienne Schwartz, et il y aura un tirage de tête avec des peintures d'Étienne, voilà, spécialement pour ce tirage de tête et pour ce livre. Donc c'est des livres tout de même tout à fait précieux. Là, vous trouverez sur le site Levant, en première page, donc le lien qui vous guidera sur Helloasso pour en effet donc contribuer et acheter par avance donc votre recueil. Car nous connaissons le problème, bien que actuellement on ne parle que de la manière dont
les Français peuvent, enfin les Français, là, on est situé là à Montpellier, devraient dépenser tout l'argent qu'ils ont épargné pendant le confinement. Si je comprends bien, il n'y a pas de crise, hein, puisqu'il y a énormément d'épargne, mais j'ai bien peur qu'on ne se précipite pas sur les bouquins de poésie et sur les bouquins d'art pour dépenser cet argent. Les poètes, après tout, les artistes n'ont pas besoin de... Ils ont besoin d'elle, mais pas foncièrement d'argent. Bon. C'est une autre question. Merci. J'ai connu. Je vous dis bonsoir. Il y a une prochaine fois, j'espère. Merci. Merci. Tודה raba. Et tout le Tודה monde. raba, Lali. C'est important pour nous. תודה רבה. Merci תודה beaucoup. רבה. Merci beaucoup. רוני, תודה שהיית. Merci à tout le monde. תודה לך על השירים. להתראות לכולם. להתראות, זה היה... להתראות. מישל, תודה רבה. Un devoir. Mais פסקל, תודה רבה. Au revoir tout le monde. Salut Pascal, salut Anne. À פייר, bientôt. תודה רבה. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, Claude. Au revoir, Sei. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, Michel. Bye. C'était formidable. J'espère. Merci à toutes et tous. להתראות, איריס. Merci Lali. להתראות, ללי. להתראות, ללי. להתראות. Au revoir. Bye bye. ביי ביי. Bye Brigitte. Bye Claude. Au revoir. Salut. Merci, Michel. Salut. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao.